BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est votre rendez-vous crypto quotidien pour trouver la bonne direction dans cet univers tout neuf et encore très glissant. On va essayer de vous apporter une boussole intérieure et des repères. Lilian Liaga vient de nous rejoindre, rédacteur pour Cryptost. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Yves Chouefati aussi avec nous, président fondateur de Tobam. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Et Laurent Pignot, analyste pour Zone Bourse, en ligne avec nous. Salut Laurent. Content de vous retrouver, bienvenue. Le Bitcoin qui a drastiquement chuté la semaine dernière jusqu'à 25 000 $, qui depuis a tenté de remonter la pente aux alentours des 30 000, ce Bitcoin. Et maintenant, comment voyez-vous la suite, Laurent, sur le Bitcoin? Et est-ce que vous pensez que la capitulation est passée? Est-ce que vous pensez d'abord qu'il y a eu capitulation finalement, avec un peu de distance, quelques jours de distance sur la forte baisse des cryptos? Est-ce qu'il y a eu capitulation? Et si oui, est-ce que c'est le signe qu'on est désormais parti pour rebondir? Alors oui, pour donner un petit peu de contexte, pour l'instant nous tenons difficilement cette zone des 30 000 $. Nous sommes même à 29 300 $ aujourd'hui, en recul de plus de 3% sur 24 heures. Alors, il se pourrait que ce soit un simple rebond technique à court terme, puisque, comme vous le disiez, nous sommes allés jusqu'aux 25 000 $ à son plus bas la semaine dernière. Rappelons tout de même que la tendance de fond est fortement dégradée. Nous sommes sur 7 semaines de baisse consécutive sur le Bitcoin. Et si nous repassons pas au-dessus des 31 400 $ cette semaine, alors nous aurons enregistré la 8e semaine de baisse consécutive. C'est juste colossal. Sur cette semaine, le Bitcoin s'est délesté de 35% de sa capitalisation et plus de 50% depuis son sommet de novembre 2021. Alors, comme vous le disiez, est-ce que la capitulation est derrière nous? Est-ce que nous avons trouvé notre point bas sur les 25 000 $ de la semaine dernière? Si nous regardons donc l'indice, le Fear and Greed Index, qui représente le sentiment finalement des acteurs du marché, afin de déterminer s'ils sont plutôt euphoriques sur les niveaux actuels ou plutôt dans une zone d'extrême peur. Sur les cours actuels, donc aux alentours des 30 000 $, nous nous retrouvons au même niveau de peur qu'au moment du crack Covid de 2020. Sachant qu'à cette période, le Bitcoin avait perdu en l'espace d'un mois 70% de sa valeur. Donc clairement, nous sommes dans cette zone de peur où les investisseurs ont peur. Cet indice le prouve. Mais techniquement parlant, nous pouvons aller plus bas. Si ce niveau n'est pas défendu par les acheteurs, nous pourrions clairement retourner sur les 25 000 $, donc le plus bas de la semaine dernière, qui pourrait éventuellement faire office de support. Mais nous pouvons aussi, c'est envisageable, de repartir sur les 20 000 $, qui est un scénario très pessimiste, mais c'est possible. Ça représenterait donc un retour du cours du Bitcoin sur le sommet du marché haussier de 2017, mais c'est également aussi techniquement parlant le passage donc d'une courbe, d'une moyenne mobile à 200 périodes en échelle de temps hebdomadaire qui est intéressante puisqu'elle a fait support au cours en 2019 lors du bear market et en 2020 lors du crack Covid. Et cette courbe se retrouve au niveau des 22 000 $, donc non loin du sommet des 20 000 $ de 2017. Donc si cette fois, ayons un discours un petit peu plus optimiste, si le cours a retrouvé son point bas sur la zone des 25 000 $ et que la capitulation est derrière nous, qui n'est évidemment pas joué, c'est d'abord en retravaillant cette zone des 30 000 $ qu'il va falloir consolider. Et puis à partir de là, pour confirmer ce scénario, le Bitcoin va devoir refranchir le niveau des 33 000 $ avec force et avec volume pour redonner un signal haussier sur le marché, ce qui représenterait finalement cette zone des 33 000 $, le plus bas annuel de 2022. On rappellera qu'il faut investir en crypto, que l'argent qu'on est prêt à perdre, ça c'est vraiment la base, tout ça reste tout à fait volatile et bien sûr spéculatif, et quitte à y investir, pour ceux qui choisiraient d'y aller, le faire bien sûr en investissement progressif, le DCA comme on dit dans le jargon. On parlait là du Bitcoin, l'Ether, seconde crypto-monnaie par la capitalisation. Quels signaux techniques, quel potentiel pour la suite d'après vous Laurent sur l'Ether? Alors sur l'Ether, la situation est assez identique. L'Ether est revenu sur ses niveaux de l'été dernier, la semaine dernière, au niveau des 1 750 $, avant lui aussi de rebondir autour des 2 000 $, là où il est actuellement, soit en dessous de ses plus bas annuels, donc de l'année à 2 150 $. Si l'Ether a trouvé son point bas à 1 750 $, pour redonner là aussi un signal haussier sur l'Ether, un signal important, le cours va devoir bien évidemment être soutenu par les acheteurs et devra réintégrer dans un premier temps les 2 150 $, donc ces fameux plus bas annuels sur l'Ether,
Et puis, dans un second temps, la résistance des 2500 $. Et si on a cette fois-ci une vision plus pessimiste, le Bitcoin pourrait entraîner l'Ether vers cette zone, ce support de 1700 $ dans un premier temps, et puis ensuite pourrait retourner vers les 1400 $, son sommet du marché haussier de 2017. Il faut noter quand même que pour le Bitcoin et l'Ether, le contexte macroéconomique est très dégradé pour les facteurs qu'on évoque régulièrement sur ce plateau, l'hyperinflation, la hausse des taux, le ralentissement économique en Chine, la poursuite de la guerre en Ukraine. Techniquement parlant, le marché pointe le pic du nez, tire vers le bas, et il n'y a pas vraiment de catalyseur haussier, que ce soit pour Bitcoin ou pour l'Ether. Est-ce qu'il faut aller voir du côté des autres cryptos pour trouver des courbes graphiques intéressante, prometteuse pour la suite, là, si on devait aider ceux qui nous suivent à diversifier, tout en conseillant la prudence, puisque tout est très volatile et bien sûr spéculatif. Quelles sont les 1-2 autres cryptos à avoir dans le scope en ce moment qu'il faut surveiller d'un point de vue technique, d'après vous, Laurent? Alors, dans ce contexte très compliqué, rappelons-le, il y a le BNB, le Binance Coin, qui se retrouve sur un niveau assez intéressant, une zone de support qui a été très intéressante par le passé, c'est cette zone des 260 $. Qui pourrait faire encore une fois barrière aux forces vendeuses. Et il y a aussi, pour en citer une autre, le Sol de Solana qui revient aussi sur son sommet du printemps dernier autour des 50 $. Mais je le dis encore, il faut rester très prudent dans ce contexte macroéconomique qu'on a actuellement. Voilà, et l'analyse des courbes graphiques ne constitue pas des conseils d'investissement, on le précise aussi. Difficile quand même dans ce contexte et cet écosystème troublé par ce qui s'est passé la semaine dernière, difficile de ne pas continuer d'en parler. Lilian Liaga pour Crypto, on va y arriver. Toujours avec nous, et Yves Chouefati pour nous accompagner aussi, alors que la voix est en train de se voiler. Et donc l'UST qui a beaucoup souffert, Lilian, on va y arriver, je vous promets. Où est-ce qu'on en est ? Voilà, vous voyez, la voix finit toujours par revenir. C'est comme sur les cryptos, vous savez, ça baisse et puis on peut espérer un moment que ça remonte. Il faut aussi s'en donner les moyens et savoir se gratter la gorge sans paraître trop ridicule. Ça, je sais pas si c'est complètement gagné. Le fondateur de Terra, donc après la chute de l'UST, le fondateur de Terra a proposé un plan d'urgence, un plan de relance à travers un fork proposé à la communauté. Vous nous en aviez d'ailleurs parlé hier, Lilian. Comment les choses s'engagent-elles ? On a parlé hier ensemble, Guillaume, en effet. Et on a eu un petit peu de nouveautés depuis. Et donc justement, ce fork, c'était une idée de Do Kwon, le cofondateur de la blockchain Terra, donc de séparer la blockchain en 2 branches, de créer une nouvelle branche avec un nouveau token Luna qui aurait été éventuellement airdrop aux anciens détenteurs de token Luna. C'est ça qui pouvait aussi être intéressant pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Sauf que ce qu'il faut savoir avec le protocole Terra, c'est qu'il fonctionne sous le format d'une organisation autonome décentralisée, une DAO. Donc j'insiste sur ce terme parce que c'est un terme qui revient très souvent dans le Web3. Pas mal de protocoles de finance décentralisée fonctionnent sous le format d'une DAO. Une DAO, en quelques mots, c'est une organisation automatisée dont les règles de gouvernance sont inscrites de manière immuable dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher, on ne peut pas revenir dessus. Et ces DAO, elles fonctionnent grâce à un token de gouvernance, en l'occurrence ici le token Luna, et elles permettent aux détenteurs du token de voter pour les décisions du protocole. Et donc, Do Kwon a été obligé de proposer à sa communauté de voter justement pour cette proposition de fork. Alors le vote, il est actuellement en cours et j'ai regardé juste avant de venir. Il n'est pas dans le sens de ce qu'on aurait pu croire jusqu'à aujourd'hui, puisque hier, il y avait un vote informel qui avait été proposé. On était à peu près 92% de participants qui avaient voté pour un non à ce fork. C'était un bid total. C'était un gros bid total, en effet. Mais là, les choses sont en train de s'inverser. Donc c'est pour ça que je parle en prenant vraiment des pincettes, parce que le vote est en cours sur la blockchain. Et il semblerait, comme je vous dis juste avant, j'ai regardé, il semblerait qu'on soit plutôt à égalité pour le moment. À l'heure qu'il est, il est 16h43. Pour ceux qui regarderaient le replay, les choses pourraient avoir évolué depuis. Voilà. Bien sûr, on est vraiment dans les premières heures du vote, donc ça reste le tout départ. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Donc ça remet pas en cause ce que je vous disais hier sur le contenu de la proposition. En revanche, ça met en cause éventuellement les potentielles conséquences, notamment cette airdrop dont on parlait de token Luna. Bon, pendant ce temps, l'écosystème continue quand même de se constituer et il n'y a pas que l'incroyable effondrement du stablecoin UST dans la vie. Il y a d'autres signaux qu'envoie cet écosystème aussi et auxquels on reste sensible et attentif, y compris désormais sur BFM Business à travers ce rendez-vous quotidien, le club BFM Crypto, chaque jour aux alentours de 16h30. Par exemple, en ce moment même, les représentants de 44 pays se réunissent au Salvador, pas pour prendre le soleil, mais pour parler Bitcoin. C'est ça, c'est quand même 44 pays, c'est pas rien.
au Salvador. Pourquoi ? C'est pas rien. Alors, c'est une réunion qui avait été organisée par Nayib Bukele, qui est le président du Salvador, premier pays au monde à avoir accepté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Cette réunion, elle s'est tenue lundi dernier et elle a réuni en effet 44 dirigeants de différents pays à travers le monde. Alors, elle est assez surprenante cette réunion déjà parce qu'aucun média international ni aucun média locaux salvadorien d'ailleurs n'avait été informé de la tenue de cette réunion. On l'a appris que dimanche soir, la veille au soir, par Nayib Bukele lui-même sur sa page Twitter. Et il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont aussi intéressants autour de cette réunion. Déjà, comme vous l'avez dit, 44 pays, donc ce qui fait 25% de la totalité des pays, enfin des États selon la dernière liste qui est sortie par l'ONU. Donc c'est déjà énorme. On a pas mal de pays émergents, notamment le Maroc, le Nigeria, le Costa Rica, Honduras, etc. Pas mal d'autres pays comme ça. Et par contre, fait intéressant, on ne retrouve pas la République centrafricaine, qui est le second pays du monde à avoir adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Oui, on doit interpréter l'absence centrafricaine à cette réunion au Salvador ? C'est assez étonnant et c'est vrai que ça a fait pas mal parler du côté de la communauté crypto. C'est vrai qu'ils l'ont vu plutôt d'un mauvais œil, le fait qu'on se précipite un peu comme ça vers l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale. Pour le Salvador, on savait en avance que le Bitcoin allait être adopté comme monnaie légale. Pour la République centrafricaine, ça a été un peu nouveau, ça s'est fait de manière assez subite. Du coup, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que du côté de la communauté crypto, on prend ça, on voit ça d'un mauvais œil, notamment, et je vais paraphraser mon collègue Valentin de Cryptost, on pourrait voir une espèce de dichotomie du monde entre ces pays émergents qui souhaiteraient adopter le Bitcoin et ces autres pays qui voudraient plutôt essayer d'adopter une monnaie numérique de banque centrale. Eh oui, c'est l'un des combats futurs en effet. Le Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, depuis le Bitcoin s'est cassé la figure, les Salvadoriens se sont donc appauvris. Évidemment, tout est relatif et le Bitcoin pourrait bien rebondir, on verra. Tout est relatif, on parle là à l'instant T. Mais à l'instant T, le Salvador s'est plutôt appauvri en choisissant le Bitcoin à l'instant T, je le répète. Alors, le Salvador, les Salvadoriens, il y a une vraie différence. Par rapport au Salvador, c'est vrai que si on prend le prix moyen d'achat du Bitcoin, pour le moment, on est en dessous. Donc on pourrait dire qu'ils se sont appauvris. Après, ça fait un peu plus de 6 mois que le Bitcoin a été adopté comme monnaie légale au Salvador. On a très peu de recul finalement sur la situation. Pour le moment, on commence à avoir des petits éléments sur l'impact que ça a eu sur l'économie du pays, notamment sur le tourisme, près de 30% de tourisme supplémentaire dans le pays. Mais ça, je pense qu'il faudra attendre encore plusieurs mois avant d'avoir des informations sur le réel impact que l'adoption du Bitcoin aura eu sur le pays. Donc pour le moment, c'est difficile de répondre aujourd'hui. On va continuer d'ailleurs d'ouvrir les entrailles de Bitcoin pour voir qui est Bitcoin. Actif spéculatif ou monnaie, ou beaucoup de l'un et un peu de l'autre. Faut pas forcément être manichéen dans la vie. Le Bitcoin est en baisse de 31% depuis le début de l'année, quand même, on l'a dit, mais il est encore, Yves, en hausse de 1400% sur 5 ans. Ça reste quand même assez remarquable. Qu'il soit risqué, c'est un fait, mais est-il trop risqué ? Alors, il est très risqué. Aujourd'hui, la volatilité du Bitcoin est très supérieure à 100%. Pour vous donner une idée, la volatilité de l'action Lehman Brothers, la semaine de la faillite, était inférieure à 100%. Donc le Bitcoin, c'est un actif dont la volatilité franchit souvent les 100%. Il y a à peu près un week-end tous les trimestres où le Bitcoin perd 40% de sa valeur. Voilà une statistique. Voilà. Donc le Bitcoin, de ce point de vue-là, est à nul autre pareil. Il est extrêmement risqué. Est-il trop risqué ? En fait, il ne peut pas être trop risqué pour quelqu'un. Acheter $1 million d'actions françaises, c'est plus risqué d'acheter $25 000 de Bitcoin. Le risque, c'est une question de dosage. Si vous en achetez en petite quantité dans votre portefeuille, ça va bizarrement faire baisser le risque de votre portefeuille parce que c'est un actif décorrélant. Donc le Bitcoin, il est trop risqué pour y mettre toute sa fortune, ça c'est bien évident, oui. Mais il n'est pas trop risqué pour en mettre un peu. Pourquoi est-ce qu'il est aussi risqué néanmoins ? Parce que la statistique que vous nous avez apportée est quand même spectaculaire. Un week-end par trimestre, c'est ça ? Le Bitcoin perd 40%. En moyenne, c'est à peu près ça. Ouais. Pourquoi est-il si risqué ? Tout simplement parce que le Bitcoin, c'est un projet. Le Bitcoin, c'est une start-up. Bitcoin, c'est Google en 1996. D'accord ? Moi, je peux vous le dire ici, de manière très sérieuse, le prix du Bitcoin dans 10 ans, il sera soit inférieur à 100 €, soit supérieur à $1 million. Et c'est extrêmement probable qu'il soit entre les deux. Parce que soit le Bitcoin, son prix et sa volatilité dépendent de son adoption. Vous savez que la proposition de valeur du Bitcoin, elle est toute simple, c'est qu'il y en a 21 millions. Donc plus le Bitcoin est adopté, plus son prix va monter. Ça, c'est une relation qui est tout à fait mécanique. Okay ? Pourquoi le Bitcoin est si volatile ? Parce que son avenir est incertain.
Et ce qui va faire que son avenir va devenir plus certain, c'est tout simplement une adoption qui est croissante. Donc toute l'équation du Bitcoin, de son prix et de sa volatilité dépendent de son adoption. Oui, et pour les investisseurs qui nous suivent, le timing d'investissement compte bien sûr, autant que le choix du support et du produit dans lesquels vous allez placer votre argent. Sur le Bitcoin, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre que son risque baisse, que le risque associé au Bitcoin baisse pour choisir d'en acheter, Yves? Ça c'est tout à fait raisonnable. On a dit que pour que le risque baisse, il faut que l'adoption augmente. Or, on a dit que quand l'adoption augmentait, le prix augmentait. Donc si vous voulez en acheter avec moins de risques, il va falloir l'acheter plus cher. Et donc il y a ce dilemme. C'est ça. Il y a ce dilemme. Si vous voulez l'acheter pas cher, il faut accepter de prendre un risque. Et si vous voulez l'acheter moins risqué, il va falloir attendre que son prix monte. Et vous nous disiez, l'un des grands atouts du Bitcoin, c'est qu'il est décorrélant. Alors là, est-ce qu'on a le droit de contester ou d'émettre une forme d'objection diversifiant? Absolument. Vous avez le droit. Vraiment diversifiant le Bitcoin. Quand on voit la corrélation actuelle avec le Nasdaq, on se dit que c'est plus très vrai. Alors tout à fait. Alors là, moi je suis statisticien de formation. Et la première chose qu'on nous apprenait à l'école de statistique, c'est qu'on n'a pas le droit de publier une statistique sans regarder sa significativité. Il y a quelques années encore, on publiait des sondages sans montrer la significativité. Aujourd'hui, tous les sondages sont agrémentés d'une grille de lecture en significativité. Même la météo, quand on publie des grilles, des prévisions météo, on donne leur significativité. Le Bitcoin n'a pas une corrélation de zéro aux autres actifs, mais il a une corrélation qui est non significativement différente de zéro. C'est-à-dire qu'elle peut changer. Regardez hier. Hier, le Nasdaq a monté d'à peu près 2,70%, c'est quand même une performance très très solide. Et néanmoins, le Bitcoin a été en baisse. Donc effectivement, il y a des jours où il va être très corrélé. C'est comme si on tirait à pile ou face, vous et moi. À un moment donné, je tirais 10 fois pile. Vous aussi, vous tirez 10 fois pile. Ma volatilité sera de 0, la vôtre sera de 0, notre corrélation sera de 1, mais ce sera pas significatif. Oui. À long terme, ce qui est certain, c'est qu'à long terme, le Bitcoin sera corrélé à rien. Parce que soit le projet Bitcoin va se planter, en quelque sorte, et s'il se plante, il va se planter tout seul, il sera corrélé à rien, soit il va réussir. Et s'il réussit, il va devenir un placement refuge. Et la propriété fondamentale d'être un placement refuge, c'est de décorréler des autres, parce qu'on va se réfugier quand le temps est mauvais ailleurs, et on va sortir du refuge quand il fait beau. Ok, mais le Bitcoin est aussi porteur de valeurs. Est-ce qu'on arrive à se dire que les valeurs du Bitcoin ont un prix, le juste prix des valeurs portées par le Bitcoin, par exemple? Alors, comme je dis, c'est un projet, c'est une start-up. Le Bitcoin est une start-up. Et il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, mais qui est absolument vrai, c'est qu'il n'y a personne sur cette planète qui sait pricer une start-up. C'est ça la volatilité du Bitcoin, c'est l'incertitude sur son prix. C'est une start-up. Et personne ne sait le pricer une start-up. Et tant que ça reste une start-up, sa volatilité sera élevée. Et plus ce sera adopté, moins ce sera une start-up. Et plus la volatilité va baisser. Est-ce que ce qu'on est en train de dire sur le Bitcoin est extrapolable? On a vu depuis la création du Bitcoin tout cet univers, la blockchain, offrir de nouveaux usages, de nouvelles possibilités. Voilà. Est-ce que, par exemple, la finance décentralisée répond à un besoin, à un vrai besoin? Et donc, est-ce qu'on arrive à aussi se faire une idée de la valeur potentielle de la finance décentralisée? À quel besoin répond la finance décentralisée? C'est un besoin très simple. Il y a une quantité gigantesque de richesses qui s'est accumulée dans la crypto. Il y en a entre 2 et 3 000 milliards de dollars qui sont accumulés dans la crypto. Dès qu'il y a richesse, il y a un besoin de service à cette richesse. Or, les institutions financières traditionnelles n'ont pas été servir cette richesse. Donc en face du besoin de service, il y avait un vide. Or, la nature a horreur du vide. D'accord? Donc toute cette... Vous parliez tout à l'heure d'écosystème, c'est exactement le terme que j'utilise. Cet écosystème de la finance décentralisée a cru, a une forte croissance, complètement chaotique. Il n'y a pas un commissariat au plan de la finance décentralisée qui décide de quoi qu'est-ce qu'il faut faire. Il manque François Bayrou dans cet univers, c'est ça. Et cet écosystème a vu la naissance de plein de petits organismes. Oui. Et il y a un général en chef qui gouverne tout ça, qui s'appelle Darwin. Il y a une sélection qui se met en place. Dès qu'un organisme a une faille, cet organisme va mourir. Et c'est vrai pour tous les organismes. Pour les organismes vivants, pour le secteur. Vous savez combien il y avait d'entreprises dans l'automobile au début du XXe siècle en France? Il y en avait 3500. Combien il en reste à la fin? On n'est pas resté beaucoup. Sur l'Internet, c'est la même chose. Il y avait des ICO par dizaines toutes les semaines en France. Il n'en reste pas beaucoup. Ouais.
C'est la sélection naturelle qui renforce l'écosystème. Bon. Vous êtes en train aussi de nous dire qu'il existe un protocole originel, c'est Darwin. Eh ben voilà. Une forme de protocole qui s'applique en permanence. Un regard là-dessus, Lilian, sur ce que vient de nous expliquer Yves, ça vous rend encore plus confiant sur le potentiel de cet écosystème où vous dites, ouais, Darwin pourrait aussi, les gagnants, bien sûr, l'emportent. Il y a un effet de sélection naturelle. Est-ce qu'on est certain que cet univers qui est en train de tenter de se construire, de se bâtir et de se démocratiser, à la fin sera gagnant ? Alors moi j'étais aussi intéressé que vous à écouter Yves et j'ai bien aimé le passage sur justement le fait que certains projets, lorsqu'ils ont une faille, vont mourir. C'est extrêmement d'actualité. On peut en parler avec le projet Terra et son stablecoin UST. Et je pense que c'est comme ça que l'écosystème crypto va continuer de se construire, et notamment la finance décentralisée. Il n'y a personne derrière qui, lorsqu'un projet justement va échouer et va s'effondrer, personne va essayer d'aller le relever pour le sauver. On va le laisser mourir, apprendre de ses erreurs et remonter d'autres projets plus solides, plus costauds, meilleurs. Et c'est comme ça, en fait, je pense que l'écosystème de finance décentralisée va se développer justement et s'améliorer au fil du temps. Et c'est plutôt bien et mieux qu'il n'y ait pas, vous avez pris l'image du commissaire au plan, qu'il n'y ait pas une forme de pilote dans l'avion. C'est plutôt bien et mieux pour cet écosystème qu'il n'y en ait pas, même si ça entraîne des crashs. On le voit. C'est un peu l'histoire de la vie, c'est un peu l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a planifié la vie, et à un moment donné c'est les reptiles qui dominaient, puis ça a été les mammifères, etc. Puis ça s'est fait de manière très très longue. La grande différence entre la crypto et les autres secteurs, que ce soit la vie, l'automobile ou l'Internet, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et ça, c'est vrai que c'est fascinant de pouvoir observer un écosystème se former, les organismes se développer, certains échouer, certains continuer à accroître, avec des cycles qui durent des fois 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est la vitesse qui est très surprenante, mais c'est un spectacle qui est extraordinaire. Et la promesse de cette finance décentralisée est énorme, parce qu'ils sont en train de recréer les services financiers sans avoir l'héritage du passé. Oui. Sauf qu'à un moment, il y a eu l'extraction des dinosaures, parce qu'une météorite, on suppose que c'est cela, a atterri sur Terre. La météorite, ça pourrait être la régulation là, qui pourrait venir éteindre un peu un certain nombre d'espèces dans cet écosystème. Vous savez, il n'y a pas tellement d'exemples dans l'histoire d'un outil qui marche qu'on a réussi à durablement censurer. La finance décentralisée, la crypto, c'est un outil. La question qu'il faut se poser sur cet outil, c'est est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas ? C'est pas est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais. Il n'y a pas de mauvais outils. Il y a des mauvais usages. Tout à fait. Mais il n'y a pas de mauvais outils. Et donc moi, je suis extrêmement confiant que, au moins dans les pays qui considèrent que le régulateur et le gouvernement est au service du peuple, et pas le peuple au service du régulateur ou du gouvernement, dans ces premiers pays, on saura ne pas censurer l'innovation, parce qu'elle profitera au plus grand nombre. Vous savez, il y a 4 milliards d'êtres humains sur cette planète à qui il est dénié l'usage d'une monnaie pérenne, à qui il est dénié l'accès au service bancaire. La monnaie, elle sert à quoi ? La monnaie, elle sert à transporter le travail dans le temps. Vous venez, vous touchez votre salaire en espérant qu'avec ce salaire, vous pourrez vous acheter le travail de quelqu'un d'autre le lendemain. Dans certains pays, tout l'argent que vous avez intérêt que vous gagnez dans la journée, vous avez intérêt à le dépenser le jour même, parce que le lendemain, il aura perdu 25% de son chiffre de son pouvoir d'achat. C'est difficile de développer une famille, un village ou un pays dans ce genre de conditions. Et c'est ça un peu la promesse de la finance décentralisée et des crypto-monnaies. Certains dans cet univers encore en construction et qui reste encore glissant et spéculatif à ce stade, bien sûr, et c'est la loi de la nature et de l'évolution, on espère que les choses continueront de s'améliorer. Certains dans cet univers, justement, essaient d'apporter, de contribuer aux choses en apportant leur propre pierre. Ledger notamment, Ledger qui se lance dans le grand bain de la sécurité pour sécuriser le Web 3. Ledger annonce, Lilian, son extension web pour améliorer la sécurité des utilisateurs aussi sur le Web 3. Oui, tout à fait. Ledger qui est une société bien connue du monde des crypto-monnaies, une start-up française devenue récemment licorne qui propose des portefeuilles physiques pour stocker ses crypto-monnaies et aussi ses tokens non fongibles, ces NFT, de manière totalement sécurisée. Et ce qu'ils ont proposé, c'est l'ajout d'une extension web à son navigateur pour pouvoir interagir directement
depuis son portefeuille physique avec des applications de finances décentralisées. Alors c'était déjà possible, on va dire, plus ou moins, mais pour ça il fallait passer à travers des portefeuilles numériques comme MetaMask par exemple. Là l'intérêt c'est que ça va être fait de manière native, donc directement, uniquement avec Ledger. Ce sera plus simple pour l'utilisateur. Ce sera plus simple pour l'utilisateur. De toute manière, c'est un peu la volonté de Ledger d'essayer de faciliter l'accès au Web3 pour tous les nouveaux utilisateurs. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans leur proposition, c'est l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Web3 Check et qui permettra de vérifier lorsqu'on se connecte à un nouveau site internet, à une nouvelle application décentralisée, de vérifier les risques associés à cette application, les risques de scam, d'arnaque, de phishing notamment. Et on sait que c'est extrêmement important dans un contexte où la finance décentralisée est sujette de plus en plus à des hacks et aussi dans un contexte où les NFT valent de plus en plus cher. Et on en a parlé ensemble la dernière fois aussi, Guillaume, ces fameux NFT Bored Ape qui s'étaient fait hacker via une attaque de phishing via Instagram. Donc voilà, on sait que c'est extrêmement important, donc j'ai trouvé cet ajout très intéressant. Ledger donc qui annonce son extension web pour améliorer la sécurité des utilisateurs du Web 3. Et puis dans la série, si t'as pas créé ton NFT, t'as raté ta vie. Eh bien Roland Garros se lance à son tour. Oui, le tournoi de tennis de Roland Garros qui ouvrira ses portes, qui démarrera la semaine prochaine, lance sa collection de NFT. Ça y est. Exactement. Même Roland Garros. Ouais. Tout à fait. Le vieux monde qui veut se mettre dans le bain. Le très célèbre tournoi Roland Garros qui se déroulera très prochainement à Paris, qui a annoncé faire ses premiers pas dans le monde du Web3 avec la Fédération française de tennis notamment, pour déjà inaugurer un cours virtuel, le cours Philippe Chatrier, de manière totalement virtuelle, et lancer une collection de NFT. Alors très rapidement, les NFT, ce sont des tokens non fongibles. On va pas revenir trop dans le détail non plus. Cette collection de NFT, elle sera composée de 5000 NFT uniques, vendus à un prix de 200 € l'unité, et elle représentera des sièges du cours Philippe Chatrier, numéroté avec des designs variables, des fonds variables. Et l'intérêt de détenir ce NFT, parce que c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, à quoi ça va servir ? Eh bien l'intérêt, c'est déjà d'accéder à une communauté de fans de tennis et puis d'avoir accès aussi à des expériences uniques qui seront proposées par Roland Garros, par la Fédération française de tennis. Se prendre une balle en plein visage, ce sera possible. On n'est pas loin de ça, on n'est pas loin de se prendre une balle, ce sera récupérer une balle. On peut éventuellement recevoir l'une des 55 balles qui seront utilisées sur le cours central pendant l'édition 2022 de Roland Garros. Ce sera tiré au sort parmi les détenteurs des NFT. C'est le premier événement, mais on verra par la suite ce qu'ils vont proposer d'autres. Merci à tous les deux. Cet univers qui continue de se constituer et que l'on suit de près désormais aussi sur BFM Business. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptost. Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. Laurent Pignot nous accompagnait tout à l'heure aussi depuis les bureaux de Zone Bourse. Bon après-midi, messieurs. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance boursière du jour. Le CAC 40 est en repli, toujours modéré. Le club à suivre pour vous aider à mesurer le potentiel, cette fois, des marchés financiers. On parlera d'un certain nombre de titres et de valeurs aussi à privilégier pour vos portefeuilles. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.